Parfois cynique, parfois confiant, mais jamais complaisant. Francis Gosselin. Le Québec fait face à une situation sans précédent. Plus de 142 000 personnes attendent aujourd'hui de pouvoir obtenir ce qu'on appelle leur résidence permanente, selon un article du Devoir. C'est des délais qui sont particulièrement longs pour les immigrants déjà sélectionnés et ça révèle une crise administrative majeure qui touche autant les travailleurs qualifiés que les familles séparées. Les retards, apparemment, s'expliquent en grande partie par des quotas stricts qui sont imposés au niveau du gouvernement provincial. Et donc, le système est en proie à des embouteillages permanents. Je suis avec Marie-Gervaise Pilon, qui est vice-présidente de Québec Réunifié. Bonjour, Madame Pilon. Bonjour, Monsieur Gosselin. Merci d'être avec nous. Les délais, donc, en ce moment, particulièrement dans les dossiers de réunification familiale, c'est plus de 3 ans. Je crois comprendre que vous êtes vous-même dans une situation qui vous touche personnellement là, en la matière. Vous êtes toujours en attente actuellement? C'est exact. En fait, lorsque mon conjoint et moi avons déposé notre dossier, les délais étaient déjà à 41 mois. Oui, les délais montent. 3 ans et demi. Oui, c'est ça, c'est les montagnes russes. Ouais, hein, ça monte et ça descend, ça d'accord. monte et ça descend. Ouais. On a déposé notre dossier en décembre 2023. Ceci dit, moi, je suis une personne extraordinairement chanceuse. Mon conjoint est avec moi au Québec, donc je ne vis plus, parce que je les ai vécus, les déboires émotionnels que la séparation peut créer chez les gens. Mais on les voit évidemment tous les jours, puis je les ai vécus, donc je comprends exactement ce que vivent aujourd'hui là, les jeunes couples qui sont au bord de déposer ou qui viennent de déposer, puis qui hier... Ils doivent s'armer de patience. Donc, ces délais-là dont je vous parle, là, vous dites 41 mois, je lisais à quelque part 3 ans, ça ne vous surprend pas. Là. C'est quasiment la norme, là, qu'on le veuille ou pas. Bien, écoutez, je pense que ça ne doit jamais être appelé normal. Non, mais la norme au sens, c'est ce à quoi on peut rationnellement s'attendre. C'est peut-être inacceptable, mais c'est comme ça que ça fonctionne actuellement. Bien, écoutez, c'est le délai qui est présentement affiché par Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada. La réalité est que c'est un délai qui est fabriqué de toutes pièces. Mm-hmm. Ben, c'est un peu là-dessus que je voulais vous entendre. Là, j'imagine qu'il y a de la paperasse, là, mais je veux dire, à un moment donné, pourquoi ça prend 3 ans à rubber stamper, comme on dit chez nous, quelques papiers, puis à permettre à quelqu'un de venir s'installer au Canada? Surtout dans un cas de réunification, là, on n'est pas nécessairement dans l'examen. Là, c'est des familles qui sont séparées. Là. Totalement, et c'est des personnes qui sont parrainées par un citoyen canadien ou un résident permanent. Les 2 tiers, 3/4 sont des citoyens canadiens, dont des personnes comme moi-même. D'autres sont, par exemple, des gens avec une résidence permanente ou un statut de travailleur temporaire puis qui demandent une réunification familiale. C'est ça l'autre quart? Aucune personne temporaire. D'accord. Le regroupement familial ne vise que des personnes qui ont la citoyenneté ou qui sont, dans le fond, sur le bord de l'obtenir. Parce que si on est résident permanent, c'est que la citoyenneté est au bout du couloir, hein, on s'entend. Donc, c'est vraiment que des personnes qui sont soit citoyens, soit résidents permanents. Si vous me permettez, je peux vous donner le déroulement là, d'un dossier. Avec plaisir, ouais. Ça va clarifier. Prenons un exemple, d'accord? Vous voyagez dans votre pays préféré. Quel est votre pays préféré? J'ai envie de dire l'Espagne, allons-y. Le Japon. Le Japon. Ah, j'adore le Japon. Allé au Japon, j'aimerais, mais disons l'Espagne. Là, disons pour l'Espagne. Ouais. Alors, on va y aller. Alors, vous allez en Espagne, vous tombez en amour avec une merveilleuse personne. Catalane, une c'est jeune ça. Catalane sur les plages. Voilà, donc vous trouvez l'amour en Catalogne et vous décidez, ben mon Dieu, où allons-nous vivre? Alors là, il va y avoir inévitablement la question de où allons-nous vivre. Bon, après, si c'est l'Espagne, peut-être que vous allez choisir l'Espagne. Il fait moins froid là-bas. Disons que c'est ici, là, disons que pour toutes sortes de raisons, y compris votre brillante carrière de journaliste, vous choisissez de rester au Québec. Là, vous allez devoir commencer le processus pour faire venir votre belle espagnole ou votre belle espagnole ici au Québec. Vous allez devoir, dans un premier temps, ramasser toute la documentation nécessaire. Et là, le dossier, à l'époque, il y a eu une période où c'était papier. Hein, donc, j'ai vu des photos de dossiers papier d'avant que ce soit numérisé. C'est le bottin téléphonique. Oui, c'est un bottin téléphonique. Puis là-dedans, on a quoi? On a le certificat de mariage, des photos, des textos, des courriels, des lettres. Des preuves, finalement, qu'on constitue soit une famille ou en fait, qu'il y a un motif qui nous unit à l'autre personne. Que c'est quelque chose de vraiment très réel. Et c'est extrêmement intrusif. Hein? Je veux dire, quand on a fait notre dossier, mon mari m'a dit « Ah, mon Dieu, mais on va leur montrer tous nos textos. » Je dis « Ben oui, mon amour, il faut qu'on leur... » Donc, il y a un élément... Donc, c'est très, très, très intrusif, évidemment, dossier criminel, dossier de santé. Tout est vérifié.
vérifier. Sans vouloir vous coincer, mais il y a eu, ou enfin, je peux m'imaginer qu'il y a de l'abus. Non, mais c'est peut-être marginal, c'est peut-être un épiphénomène, mais le gouvernement veut comme se protéger contre des arrangements. Là. Non, c'est un peu ça la logique, du moins, là, qui est avancée. Ouais. Ben, écoutez, si c'est la logique qui est avancée par le gouvernement du Québec, elle ne m'a jamais été communiquée. D'accord. Donc, ça, c'est la première réponse que j'ai. De plus, vérifier la véracité ou l'authenticité de la relation, c'est quelque chose qui se fait au niveau du gouvernement du Canada. Et IRCC fait ces vérifications-là. Il y a tout un processus qui est autour de ça. Donc, comme je l'ai mentionné, là, il faut quand même fournir ce dossier. Et il faut savoir que c'est une responsabilité et un risque qui est assumé entièrement par la personne qui parraine. Donc, si votre belle espagnole s'avère être une profiteuse, une frauduleuse amoureuse, à ce moment-là, c'est entièrement votre risque parce que vous allez être responsable de cette personne-là pendant les 3 années qui suivent l'obtention de la résidence permanente. D'accord. Donc, au niveau de, entre guillemets, du profit, le profit est vraiment pour le Canadien ou le résident permanent. Donc là, juste parce que je vois le temps qui passe, mais entre le dépôt de ce qui était le bottin de téléphone, qui est maintenant numérique, là, fort heureusement, pendant les 41 mois, là, on se parle avec le gouvernement tous les mois ou il y a comme des 6 mois qui peuvent... C'est quoi les... Est-ce qu'il y a des étapes ou c'est comme on envoie ça, puis 41 mois plus tard, on reçoit un bravo, tu sais... C'est quoi les alors, il y a des étapes. Il y a des étapes. Donc, on dépose le dossier, puis là, je vais utiliser les acronymes, c'est plus rapide. IRCC, donc ça, c'est le fédéral, revient en disant « OK, bravo, youpi, ton dossier est complet, on va pouvoir commencer à te traiter. » Parfait. Ça prend... Ça prend entre 1 et 3 mois, parfois 6. Juste pour dire, on a vos affaires. On a vos affaires, puis c'est complet. Puis si c'est pas complet, tu repars à la case départ et tu as perdu 6 mois. Ça, c'est comme la perte de la loterie la plus le fun au monde. Okay. Donc ça, c'est la première étape. Puis après ça, les étapes sont un peu, comment je peux dire, il n'y a pas de règles à l'ordre de ces étapes-là. Donc, je peux vous dire quelles étapes sont là, mais je ne peux pas vous dire dans quel ordre elles vont arriver parce que ça varie d'un dossier à l'autre. Donc, ils vont avoir la visite médicale, les données biométriques, l'investigation au niveau criminel. Là, ils vont vérifier que la personne n'est pas dans le crime organisé, tout ça. Et la véracité de la relation. À travers tout ça, il y a aussi ce qu'ils appellent l'approbation du parrain. C'est le moment où moi, comme personne qui parraine, on va m'examiner pour voir est-ce que je gagne assez bien ma vie pour pouvoir avoir une deuxième personne sous mon toit, par exemple. D'accord. Ah ouais, il faut vraiment... le côté financier. Là, le côté financier est entré et c'est à ce moment-là que le gouvernement du Québec intervient, que le gouvernement du Québec doit vérifier que, par exemple, je suis pas en retard dans ma pension alimentaire. Moi, j'ai pas d'enfant. Non, mais si le cochon, vous avez payé vos impôts, voilà, l'hypothèque est à jour. L'hypothèque est à jour, surtout j'ai pas fait faillite récemment, etc. Et si ça passe, bingo, la vie, on retourne dans le fédéral. On va en parler avec un avocat dans un instant, mais en conclusion, je voulais un peu vous demander, parce que vous dites que les délais sont évidemment atrocement longs, croyez-vous que le gouvernement fait exprès? Est-ce qu'on travaille contre la réunification familiale de manière volontaire, sans faire de procès d'intention? Écoutez, je ne sais pas si vous êtes familier avec Hannah Arendt. Vaguement, de mes années d'université. Ouais. Alors, pour les gens qui nous écoutent, qui l'ont peut-être pas lu, il y a un super biofilm qui existe qui raconte l'histoire de la vie de cette femme-là. Mais Hannah Arendt a parlé de la banalité du mal. Puis je pense que c'est là-dedans qu'on est. On n'est pas dans du... Je pense pas que le soir, Jean-François Roberge puis François Legault se textent en disant « Waouh, les familles du regroupement familial, on va les faire souffrir. » Je pense pas qu'ils font... Je pense qu'ils ont autre chose à faire. Je suis pas mal certaine que c'est pas là-dedans qu'ils sont, mais quelque part dans l'indifférence... autour de cette question-là, il y a du mal qui se fait. Et à des gens comme vous à des gens comme moi, des centaines d'autres. Et encore une fois, je suis une personne privilégiée. Moi, je pense entre autres à des personnes, et je connais une dame qui attend son mari depuis déjà 36 mois. Les délais sont passés à 41 mois hier, mais je voudrais pas être dans sa tête, cette pauvre dame-là. Je pense à une jeune femme que je connais qui habite à Sainte-Julienne. Savez-vous c'est où Sainte-Julienne? Non. C'est dans le fin fond de la Nodière. OK? C'est pas là qu'il va y avoir un problème de surpopulation. Non, okay? Non, certainement pas, non. Bien, cette jeune femme-là, elle s'en va se marier en octobre. Elle va parrainer son mari. Là, on parle d'un jeune couple qui va faire des enfants, une personne qui est en âge de travailler, qui va vouloir arriver. Là, il regarde à 4 ans. Il regarde 4 ans d'attente. C'est fou, hein?
Cette personne-là m'a écrit récemment en me disant qu'est-ce que je fais? On veut des enfants. Est-ce que je fais mon enfant sans mon mari? Est-ce que j'ai ma grossesse toute seule? Qu'est-ce que je fais? Puis là, j'ai répondu ben là, parle à ta famille. Tu vas vivre ça tout seul, ça va être long. C'est assez difficile comme situation. Écoutez, je vous propose peut-être, on va se laisser Marie-Gervaise Pilon, vice-présidente de Québec Réunifié, mais je vous propose de rester en studio avec nous. Je vais inviter Joël Étienne, qui est avocat spécialisé en immigration, à se joindre à nous. Il est au téléphone. Bonjour, M. Étienne. Oui, bonjour. Bon, on fait la suite un peu. Je pense que vous avez écouté la dernière partie de notre entretien avec Mme Pilon. Vous êtes avocat spécialisé en immigration. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Pourquoi est-ce que c'est aussi compliqué et aussi long selon votre compréhension? Vous savez, ça a toujours été compliqué. Moi, je fais ça depuis 25 ans. Et là où la gentille madame n'est pas prête à imputer la mauvaise foi au gouvernement, des différents paliers, fédéral, provincial, les autres provinces. Moi, je suis absolument prêt à le faire parce que depuis les 25 dernières années, c'est la catégorie qui nous donne le plus de casse-tête, nous, les avocats. Et je dois vous dire aussi qu'en termes du marché de l'immigration ces jours-ci, les chiffres ont été coupés à tous les niveaux. Et donc, il n'y a pas beaucoup de gens, il y a moins de dossiers qui sont acheminés, il y a moins de gens qui rentrent, les travailleurs autonomes, etc., les étudiants ont été coupés. C'est des centaines de milliers de coupes qu'on envisage et qu'on voit dans le marché. Et donc, pour moi, les fonctionnaires, l'acheminement des dossiers de regroupement familial, ça ne devrait pas être l'affaire du monde, mais ça a toujours été l'affaire du monde. Ils n'aiment pas ces dossiers-là. D'ailleurs, ils s'en moquent, ils sont toujours à la poursuite des mariages, on les appelle les mariages couchés de soleil. La personne de 65 ans qui se marie outre-mer avec quelqu'un qui est dans la trentaine, ils y croient pas que le mariage va durer, ils pensent que ça va causer des casse-têtes. Ouais. Et donc, ils sont toujours très prêts à allonger les dossiers parce que c'est une façon aussi de tester le mariage et de voir est-ce que c'est du vrai ou est-ce que ça va se rendre en divorce 1 an ou 2 ans plus tard. Ça devient quand même une sorte de prophétie autoréalisante, j'aurais envie de dire. J'ai été moi-même, ma femme est québécoise, mais on s'est rencontrés dans une formation, bref, en Europe. J'habitais, moi, à l'époque, en France. Elle habitait ici. On était tous les deux étudiants. Et il faut dire que l'année et demie où on a habité à un océan de distance a été difficile. Je ne sais pas les meilleures conditions pour renforcer des liens et tout ça. Ce que vous dites, en fait, c'est je reprends votre expérience, on teste le couple. On espère peut-être d'une certaine façon que le couple ne va pas durer et qu'on va pouvoir brosser le problème, entre guillemets, sous le tapis. C'est quand même un peu, je veux dire, c'est vous qui le dites, mais c'est un peu violent quand même comme façon d'exprimer la volonté gouvernementale, Monsieur Étienne. Oui, c'est de la mauvaise foi. C'est dans la législation. On a le droit de parrainer nos parents, nos enfants, nos époux, mais vous devez comprendre que pour le système de l'immigration, c'est la catégorie qui leur coûte le plus cher. Pourquoi? Parce que si j'ai quelqu'un ici si j'ai un couple de 35 ans, qui viennent au Canada bien formés, avec des moyens, ça nous a coûté rien. On les a pas éduqués, ils sont pas passés à travers le système de santé. Ça a été une expérience fantastique et ils apportent beaucoup, ils payent des taxes. Mais si on fait venir papa puis maman puis les enfants, mais là c'est les écoles, puis c'est l'hôpital, puis les grands-parents vont probablement pas donner beaucoup au système. Et en termes de mariage, c'est encore ça aussi la même mentalité. Donc faut dire, oui, c'est un droit législatif que vous avez le droit au parrainage, mais le système n'aime pas ça. Donc, on a créé cette catégorie un peu pour, évidemment, rendre possible, mais c'est une forme de mirage ou presque 4 ans d'attente, nous disait Mme Pilon. Oui, M. Gosselin, c'est une peau de chagrin et cette catégorie-là existe pour des raisons historiques. Je veux dire, historiquement parlant, vous aviez vos travailleurs autonomes asiatiques, indiens et chinois qui étaient au Canada et qui, pour 100 ans, n'avaient pas le droit de parrainer leurs parents, leurs enfants, leurs époux, leurs épouses, parce que on voulait pas un mix racial au Canada. Et d'ailleurs, le gouvernement s'en excusait il y a pas très, très longtemps, mais c'était une vérité au Canada. C'était à la différence de l'immigration européenne. Et cette mentalité-là, contre le parrainage, elle a toujours existé, elle continue à exister, et c'est extrêmement frustrant pour des gens de bonne foi comme madame, qui sont en amour et qui essaient de faire une vie de couple, et qui sont citoyens, ont payé leurs taxes, et ils méritent, en termes du droit, la loi leur permet le parrainage, mais de façon effective, ça casse leur vie.
Donc, manifestement, on a changé peut-être un peu notre fusil d'épaule. On s'est excusé, mais il semble y rester quelque chose là, comme un vieux fond là, de scepticisme concernant la réunification familiale. Joël Denis, je rappelle que vous êtes avocat spécialisé en... Joël Étienne, pardon. Je rappelle que vous êtes avocat spécialisé en immigration. Marie-Gervaise Pilon, merci d'être passé en studio. Je vous remercie tous les deux. Ça nous a vraiment permis de mieux comprendre l'enjeu par rapport à la réunification familiale. Bonne journée. Merci encore. Merci.